Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La société civile va participer au dialogue du 28 mai prochain avec des propositions concrètes. Les membres de la société civile soutiennent que le dialogue est important et même essentiel. Basculement au gaz de ces unités de production de Bel Air. La Sénélec entame le processus qui va durer 7 jours. Les impacts, oui, mais des mesures sont annoncées et sont d'ailleurs prévues selon le directeur de l'exploitation et des achats de la Sénélec. Après la découverte de drogue chez des vendeurs de café au marché Castor, nous sommes rendus donc dans ce lieu où nous avons donné la parole aux vendeurs de café. Ces derniers se dédouanent, selon eux. Il y a peut-être donc des vendeurs qui se donnent à ces pratiques, mais ils s'en lavent les mains. En sport, nous allons parler donc de la CAN U20. Le Sénégal éliminé de la compétition après son match face au Nigeria. Les Lionceaux ne pourront pas garder le trophée continental. Désillusion donc pour nos Lionceaux U20. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le consortium des organisations de la société civile va participer donc au dialogue national du 28 mai prochain. GRADEC, ONG 3D ou même le COSC, toutes ces organisations de la société civile vont répondre favorablement à l'appel du chef de l'État. Selon eux, le dialogue est important et essentiel. C'est d'ailleurs l'une des principales mamelles de la démocratie. Les membres de la société civile annoncent donc leur participation au rendez-vous, mais cette fois-ci avec des propositions concrètes. C'est ce que nous disent Elisabeth Grastine et Selman Diallo. Pourquoi dialoguer, même en l'absence de tension? La réponse des acteurs du programme Sahel Diamo est sans équivoque. Le dialogue national est le pilier de la démocratie. Le président du GRADEC et membre du programme insiste sur l'importance de cette concertation nationale. J'entends de temps en temps des gens dire « Pourquoi dialoguer? Il n'y a pas de tension. » Mais le dialogue doit être permanent dans une démocratie. Le dialogue est consubstantiel à la démocratie. C'est un critère essentiel de la démocratie. C'est l'une des principales mamelles de la démocratie. Il y en a deux, je les ai cités tout à l'heure, le dialogue et la compétition. Voilà les deux piliers sur lesquels repose la démocratie. C'est pourquoi ce dialogue, il est important. Il est essentiel. Le consortium s'est également exprimé sur la décision d'une partie de l'opposition de boycotter le dialogue. Il invite cette opposition à y participer, quels que soient les points de désaccord. Comme nous l'avons toujours dit, la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose. Même si on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais même si on n'est pas d'accord, je pense que le minimum, c'est de venir, d'exprimer ses préoccupations dans la diversité, dans le respect. C'est ça qui fait avancer donc la démocratie. Donc, en tout cas, nous profitons donc de cela pour lancer un appel à l'ensemble des parties prenantes, que ce soit syndicats, personnalités politiques indépendantes ou mouvements citoyens, pour que ce dialogue-là vraiment soit le plus inclusif possible, que les gens puissent répondre à l'appel du président. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils puissent exprimer de vive voix leur désaccord. Le facilitateur du dialogue national est revenu sur la démarche qu'il a adoptée pour réussir cet événement majeur. Et dans cette démarche-là, il est très important pour le Yombal 4 que je suis de rencontrer les acteurs politiques. Donc je cours de rendez-vous en rendez-vous actuellement, mais également les organisations de la société civile, les autorités religieuses et coutumières. Il y a également cette plateforme que nous avons mise en place et lancée il y a 3 jours, approfondie pour permettre
à tous les Sénégalais de donner soit des contributions écrites, soit de répondre à des questionnaires. Prévu le 28 mai prochain, ce dialogue verra également la participation du consortium composé de l'ONG 3D, du GRADEC et du COSC. Ces organisations se préparent déjà à cette rencontre axée sur la réforme politique dans un contexte qu'elles qualifient de démocratie malade. Elles souhaitent un dialogue inclusif ouvert à toutes les parties prenantes. Le mouvement Jam Gori partant également pour le dialogue national. Selon son président, les Sénégalais doivent s'asseoir autour d'une table et discuter. Plusieurs questions doivent être abordées pour permettre au pays d'avoir un climat stable et faire face aux crises auxquelles il est confronté. Fadel Barro est le président du mouvement Djamni Gori. Il était à Mbour. Je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro de Muntagakan. Nous sommes invités à aller au dialogue. Je réserve l'essentiel de cette discussion-là sur le dialogue. Nous avons Nous irons à ce dialogue avec nos préoccupations. Nous irons à ce dialogue avec nos revendications. Nous irons à ce dialogue avec aussi notre souhait et notre vision pour ce que le chemin que le Sénégal devrait prendre en politique. Mais il est clair que ce sujet-là, nous le réserverons au dialogue. Le pays traverse des moments extrêmement difficiles. Nous avons élu un président de manière qu'on n'a jamais élu. Et ici, il est un président jeune par rapport, si on regarde le contexte général. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Au niveau de la justice, au niveau social, sur le plan économique. Nous traversons une crise terrible. Nous traversons une crise de la jeunesse sénégalaise qui ne trouve plus d'horizon et qui est obligée de continuer à prendre la mer et les déserts pour partir en Occident. Mais du moment où le président a appelé à un dialogue, allons à ce dialogue et parlons-en. Je pense que c'est ça la voie de la sagesse. Pendant ce temps, le parti, les serviteurs lancent son école de parti à Medina Baye pour Pape Djibril Fall, leader de cette formation politique. Il s'agit de mieux outiller les futurs cadres. Le député a également profité de cette occasion pour dénoncer la non-prise en charge de certains problèmes de la région. Pape Djibril Fall, leader du parti Les Serviteurs, est ici au micro de Sékou Diallo et d'Astoumaï. Ce moment d'introspection que nous prenons aujourd'hui pour aborder le sujet crucial de la formation de nos militantes et de nos militants, de nos futurs cadres, montre à profusion le chemin parcouru en un temps si court. Évidemment, le temps politique est un temps long, rempli d'obstacles. Mais c'est ce temps que j'ai envie de prendre avec chacun parmi vous pour parler rapidement de la vision des serviteurs et notre mission pour bâtir le Sénégal des possibles. Pour célébrer ce travail qui a été fait, ce parcours du combattant, mais aussi et surtout pour poser un acte de géant, un acte majeur, en l'occurrence la mise en place, le lancement du planning de formation de notre direction de l'école de notre parti. Le Sénégal a besoin d'une nouvelle offre politique et d'une vision du vivre ensemble au sortir de plusieurs mandats, de 2 ou 3 alternants. En réalité, force est de reconnaître aujourd'hui que le Sénégal enchaîne les alternances sans une véritable alternative. Parlons tout à fait d'autre chose dans le cadre de l'exécution de la stratégie gaz to power. La Sénélec a prévu dès demain donc le basculement au gaz de ces unités de production, le basculement au gaz de ces unités de production de Bel Air. Cette opération nécessitant donc l'arrêt des centrales va affecter temporairement la disponibilité de son parc de production et donc a engendré des perturbations dans la fourniture d'électricité. Les explications d'Arnaud Baldi, il est le directeur de l'exploitation et de l'achat de la Sénélec. Je vous propose de l'écouter. Il est joint par Antoine Diouf. L'État du Sénégal, en collaboration avec Sénélec, travaille depuis quelque temps à quand même réduire ou bien même optimiser les coûts de production. Donc c'est dans cette perspective que Sénélec, sous la tutelle de l'État du Sénégal,
donc à faire des prospections et à trouver du gaz pour faire fonctionner ces centrales, notamment celles qui se trouvent au niveau de Bel Air. Donc depuis le 28 avril, donc on a quand même reçu la première cargaison de gaz et nous avons commencé à démarrer le processus de production d'énergie électrique à partir de ce gaz importé. Ce qui se passe à partir de demain, à partir du 19, c'est que nous avons un navire qui fonctionnait avec du fuel qu'on va permuter avec un navire d'une même capacité qui va fonctionner au gaz. Donc c'est ça qu'on appelle aujourd'hui le basculement. Donc l'autre navire d'une capacité de 220 MW, ce navire-là, depuis le 30 avril, a commencé à fonctionner avec le gaz importé. Donc pour pouvoir, d'ici juillet 2025, convertir toute la capacité, toutes les 335 MW au gaz. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller vers la transition donc d'un fonctionnement au HFO, au fuel lourd, vers un fonctionnement au gaz. L'opération qu'on est en train de faire est une opération qui va impacter notre parc de production. Mais nous tenons quand même à rassurer nos clients que Senelec est en train de déployer des moyens importants pour que ces perturbations soient quand même limitées. En tout cas, réduire considérablement aujourd'hui l'impact de ces perturbations. Atelier national sur la stratégie de développement et de promotion des paiements et des PMI, des petits et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Objectif, renforcer la compétitivité de ces structures afin de favoriser une croissance économique, la formalisation du secteur et la mise en place d'une stratégie globale orientée vers les chaînes de valeur régionale et internationale ont été proposées aux acteurs Khadija Ndadiouf et Mafalfal. Développer les PME et PMI à travers une stratégie nationale de promotion et de développement afin de renforcer leur compétitivité, tel est l'objectif de cet atelier national présidé par le secrétaire d'État chargé des PME et PMI, Ibrahim Cham. Ce dernier a souligné la nécessité d'une croissance économique endogène, inclusive et centrée sur l'industrialisation. Nous avons procédé déjà à l'étude de faisabilité de cette stratégie qui nous avait déjà amené à faire son lancement au mois de février dernier. Là aujourd'hui, dans le même cadre et le même processus, nous sommes venus par rapport à cette stratégie lancer le dialogue thématique qui vise un peu à impliquer les acteurs, que ce soit PME, PMI, les structures d'appui et d'encadrement, le secteur public et le secteur privé, dans le cadre déjà du dialogue thématique prévu au niveau de Dakar et probablement aussi au niveau des pôles territoires dans les perspectives et les mois à venir. Un des objectifs majeurs de cette stratégie est de voir aussi par rapport aux institutions du Premier ministre et du Président de la République comment, encore une fois, avoir un environnement des affaires propres aux PME et aux PMI, un dispositif harmonisé d'appui et d'encadrement dans ce sens, d'où l'intérêt de cette stratégie unique pour une première fois de voir encore une fois comment intervenir pour une bonne approche opérationnelle d'appui et d'encadrement des PME et des PMI. Le secteur privé national représenté lors de cette rencontre a également pris part aux échanges. Adam Alam, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, a proposé une formalisation accrue du secteur pour lever les principales contraintes qui freinent son développement. Ce qu'il faudrait, c'est d'abord voir les structures d'encadrement et de développement. Comment les rationaliser. Cela est d'autant plus important que nous sommes dans un monde contraint actuellement, au plan interne comme au plan externe. Donc il nous faut une autre façon de concevoir comment faire la promotion des PME. Il faudrait aussi, dans ces différentes contraintes, que les PME acceptent de se formaliser. C'est dans la formalisation que l'on pourra identifier les différentes contraintes par secteur et y trouver des solutions globales. L'Organisation nationale des Nations unies pour le développement industriel, partenaire de l'État, a quant à elle proposé une stratégie globale axée sur l'ensemble des marchés afin de mieux orienter et positionner le pays dans les chaînes de valeur régionales et internationales. La question de l'accès au marché, mais la question de l'accès au crédit et au financement. On en parle depuis des années et jusqu'à présent, le problème n'est pas résolu. Donc, on a proposé tout à l'heure dans le discours de dire que sur l'accès au marché, il faut travailler globalement sur une stratégie globale qui va nous permettre d'adresser l'ensemble des marchés. Il y a le marché national, quelqu'un a parlé tout à l'heure de Sonadis, mais il y a le marché sous-régional, il y a le marché de la ZLECAf,
Parce que maintenant, toute l'Afrique est ouverte, il n'y a plus de frontières. Et ça, c'est une grosse opportunité. C'est même une bombe économique pour le Sénégal qu'il faut saisir. Dans la perspective d'un développement structuré des PME et PMI, le secrétaire général prévoit d'organiser des séances de travail avec les différents secteurs concernés par la stratégie, ainsi qu'avec les organisations du secteur privé. L'objectif est de co-construire un document stratégique de référence pour faire des PME et PMI un levier majeur du développement économique du pays. Spoliation foncière à Diamaguène, le collectif des habitants dénonce l'accaparement de leurs maisons par de nouveaux acquéreurs. Selon eux, au moins 100 logements sont désormais sous la menace de démolition. Ils interpellent le président de la République. Elhadj Ly est donc membre du collectif des habitants de Diamaguène. Il est interrogé par Maodo Lamine Fati et Cheikh Maguette Mbaye. Malgré cette douloureuse situation, les maisons ont continué à faire l'objet de ventes à de nouveaux acquéreurs, provoquant ainsi une confusion totale parmi les habitants de Diamaguène. Ces nouveaux ayants droit, sachant qu'ils ne peuvent pas entrer en possession de leurs maisons, vont emprunter de l'argent à des banques de la place en laissant leurs titres fonciers en guise de garantie. Ces maisons, une fois hypothéquées, vont devenir des propriétaires de la banque qui va les confier à la Société nationale de recouvrement pour une mise en vente. Commence alors une longue procédure devant les juridictions qui finira par des convocations à la police ou à la gendarmerie, des mises en demeure, des assignations, des expulsions et même des démolitions. Pour parer à toutes ces éventualités, nous, collectif des habitants de Diamaguène, faisons appel au sens d'équité, de justice, de paix sociale du chef de l'État qui prône le Djoubal. L'Agence nationale des affaires maritimes annonce son programme de désenclavement des îles et îlots du Sénégal. Pour le directeur de l'ANAM, il s'agit de répondre aux besoins des populations de la localité et leur faciliter également les déplacements. Bekay Diop, directeur général de l'ANAM, est au micro de Maman Ralissignon et de Mokhtar Seck. Sur le projet donc de désenclavement, qui est donc un projet qui est donc un programme plutôt qui rentre dans le projet de dragage et d'aménagement des voies navigables, nous avons prévu donc pour les îles et îlots, par exemple du Sine Salou, donc il y a à peu près 29-30 îles, le reste c'est des îlots, donc en gros 200 îles et îlots. Donc on a prévu donc de fabriquer des embarcations pour les îles, fabriquer aussi des pontons. Voilà, donc au niveau de ces embarcations, donc il y aura des embarcations médicalisées, des embarcations donc pour usage de poubelles aussi, parce qu'il faut les poubelles, il faut les traiter, et aussi des embarcations pour les passagers. De la même façon, on va faire ça aussi au niveau de Casamance. Au niveau de la Casamance, donc on va faire pareil. Aussi au niveau de Saint-Louis, on va faire pareil. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de Bopouchor. Bopouchor, on va mettre Bopouchor dans le programme. Il est déjà dans le programme. Donc l'idée, c'est carrément en fait désenclaver les îles et faire en sorte que qui est un maillage donc, du territoire national. À Ziguinchor, experts et formateurs ont mis en lumière le potentiel économique sous-exploité de l'ananas dans la région. La Casamance pourrait devenir un hub de production et de transformation d'ananas avec à la clé des opportunités concrètes pour l'emploi des jeunes et le développement de l'agro-industrie locale. Un plaidoyer a été fait pour que les autorités puissent accompagner les acteurs. Azanba et Daoud Sambou. La culture de l'ananas pourrait bien devenir un moteur économique en Casamance. C'est ce qu'ont souligné les participants à une masterclass tenue à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Une rencontre dirigée par le docteur Boubacar Camara, directeur de l'ISEP de Bignona, qui appelle à valoriser cette filière encore sous-exploitée. L'objectif de la rencontre, c'est de promouvoir cette culture qui est considérée qui peut être considérée comme négligée, mais à vraiment grande potentialité. Oui, parce que la culture de l'ananas, si on observe bien autour, quels sont les pays producteurs d'ananas en Afrique de l'Ouest? Selon lui, le climat et les terres fertiles de la Casamance sont favorables à la culture de l'ananas, à l'image de pays comme la Côte d'Ivoire ou le Bénin, déjà leader dans le domaine. Il estime que le Sénégal
pour lui aussi devenir un acteur majeur, notamment grâce à l'engagement des jeunes dans l'agriculture. L'objectif aussi, c'est que, comme vous le savez, l'ISEP de Bignona forme des techniciens supérieurs en production agricole et horticole qui tourne. Donc cette production d'ananas peut être pour nous une très grande opportunité pour l'insertion de nos jeunes qui veulent être insérés, mais aussi pour ceux-là qui veulent entreprendre dans l'auto-emploi. Sur le plan technique, les conditions sont réunies. C'est ce qu'a expliqué Amadou Tidjane Beysek, enseignant et producteur. Il précise qu'avec un bon itinéraire technique, il est possible de récolter des fruits en seulement 12 mois. Parce qu'on voit que l'ananas peut être produit sous les climats de 32, qui peut même descendre jusqu'à même 22 degrés Celsius. Donc on voit que sous ces climats, voilà, nous pouvons planter des ananas. Et aussi le sol, voilà, on doit faire des amendements pour respecter les exigences et aussi compléter avec la fertilisation. Donc c'est ce qui permettra d'obtenir des fruits d'ananas aux environs de 12 mois. Au-delà de la culture, la transformation de l'ananas est aussi une opportunité. Des entreprises locales comme la Casamançaise s'activent déjà dans ce domaine, générant de l'emploi et de la valeur ajoutée pour la région. Parlons à présent donc de cette découverte de drogue chez des vendeurs de café au marché de Castor. La police a mis la main sur certains d'entre eux qui sont en garde à vue. Ce matin, nous sommes donc rendus sur place où l'affaire fait beaucoup de bruit. N'est-ce pas, Yarifan? Immersion au cœur du marché Castor après le coup de filet spectaculaire qui a secoué ce lieu de commerce. L'agitation est loin d'être retombée. Sur place, les discussions vont bon train et le sujet continue d'alimenter les conversations au sein du marché. De leur côté, les tenants de pousse-pousse à café se disent indignés, craignant l'amalgame et une atteinte à leur gagne-pain. Ce que font certains vendeurs de pousse-pousse à café est vraiment déplorable. Vendre du café mélangé à de la drogue, ce n'est pas acceptable. Il faut que ce phénomène cesse. Je le déplore sincèrement car cela nous pénalise aussi. Cela peut freiner notre activité et ternir l'image de tout le marché. De l'autre côté, un autre vendeur de café, il dénonce lui aussi ce phénomène. Il en a profité pour lancer un appel à ses compatriotes, les invitant à exercer leur métier avec sérieux et à respecter les raisons qui les ont amenés au Sénégal. Nous, tout ce que nous connaissons, c'est notre travail. Je conseille à mes frères de s'éloigner de tout ce qui peut nuire à notre communauté et de se concentrer sur les activités. Il ne faut pas créer de malentendus entre nos deux pays voisins. Les tenants de pousse-pousse à café appellent à une prise de conscience collective. Pour eux, préserver la réputation des ressortissants, c'est aussi protéger leur quotidien et celui des milliers de travailleurs. Les habitants choqués dénoncent aussi un fléau qui gangrène leur quotidien. Un mot de sport dans cette édition, c'est pour parler de la CAN U20. Le Sénégal s'arrête donc à quart de finale. Pas de miracle pour nos lionceaux qui ne pourront pas donc défendre ce titre continental. Le Sénégal perd ainsi son titre. Après donc cet arrêté en quart de finale, les Lionceaux ont été battus par le Nigeria, comme vous le voyez, au score final 0 but partout. Après la fatigue séance des tirs au but, les Lionceaux n'ont réussi qu'à marquer un seul but, 3 buts à 1 donc. Au score final, après la séance des tirs au but, pas de demi-finale pour l'équipe nationale du Sénégal après les U17, les U20 laissent en Égypte donc le trophée continental. Nous nous intéressons à présent aux joueurs sénégalais à l'étranger dans les différents championnats cette semaine. Certains lions ont brillé, d'autres ont vu ont été expulsés, à l'image de Nicolas Jackson qui a vu rouge lors de la rencontre Chelsea Newcastle
Voyons tout cela avec Tidjansi. Dans le championnat anglais, l'international sénégalais Ismaïla Sarr s'est encore illustré lors de la victoire de son équipe Crystal Palace 2-0 contre Tottenham de Pape Matar Sarr. Un match comptant pour la 36e journée de Premier League. Sarr est passeur décisif sur le deuxième but marqué par Eze à la 48e minute. Un autre Sénégalais s'est illustré ce week-end en Angleterre, mais de la plus mauvaise manière. Il s'agit de Nicolas Jackson, évoluant à Chelsea, qui a quitté le terrain au bout de 34 minutes pour cause. L'attaquant sénégalais a écopé d'un carton rouge après un vilain geste sur le défenseur de Newcastle, Dunk. En Série A italienne, Diao Baldé Keita offre la victoire à son équipe. Le joueur sénégalais, entré en jeu à la 56e minute de jeu, a marqué le but de la victoire à la 90e minute de jeu et permet à Monza de remporter le match 2-1 devant Udinese. 33e journée de Ligue 1 française, le milieu de terrain sénégalais évoluant à Strasbourg, Habib Diarra, a fait une passe décisive sur le but de 1 but partout contre Angers. Mais cela n'a pas suffi à Strasbourg, qui a perdu 2-1. Toutefois, Diarra peut se consoler après avoir terminé 3e au classement du prix. Marc-Viviane Foué, toujours dans le même championnat, son compatriote sénégalais Lamine Camara a également fait une passe décisive sur le but de Denis Zakaria lors de la victoire des Monégasques contre Lyon 2-0. Avec 61 points au compteur et à une journée de la fin du championnat, Lamine Camara et Monaco sont assurés de participer à la prochaine Ligue des Champions. Issa Soumaré, qui lui joue à Havre, a marqué l'unique but de son équipe, mais les Havrais se sont inclinés 3-1 devant Marseille. En Ligue 2, Sambou Soumano, qui a fait une bonne saison avec Lorient, comme en attesté 14 buts marqués, a signé un doublé contre les Martiques lors de la victoire 5-1. Famara Djedjou, Cheikh Sabali, Idrissa Gueye et Amadou Sagna sont aussi buteurs. Tidjansi, merci. Retenez que le prix de Marc-Viviane Foué a été remporté par Achraf Hakimi, l'international marocain, qui remporte donc ce trophée au détriment du Van Guesson et de l'international sénégalais Habib Diarra, finaliste donc dans cette catégorie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission L'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Daouda. Il est donc membre du syndicat unique des travailleurs de l'électricité Sutelec. Au revoir.